Bonjour, bonjour à tous. Voilà, nous sommes un mois après un petit peu plus d'un mois après le début de la mise en place de cette plateforme de téléconsultation en médecine chinoise que nous avons initié donc dans le cadre comme ça du soin des patients touchés par la maladie épidémique qui nous traverse actuellement. Et je voulais faire un point encore une fois avec vous. Cette plateforme a démarré donc tout début avril, à la suite de 10 à 12 jours de développement informatique, et je voulais remercier l'informaticien qui a développé cette plateforme avec des salles de réunion vidéo en un temps record. Avec beaucoup de dévouement et de gentillesse. Et donc je voulais remercier cet informaticien, Fabrice Guillaume. Le collectif de praticiens qui s'est réuni autour de ce projet compte aujourd'hui dans le groupe Facebook dans lequel nous partageons les informations 150 personnes et 150 confrères, et parmi lesquels il y a quelques étudiants qui ont souhaité suivre un petit peu les cas cliniques. Il y a des praticiens qui n'ont pas participé activement aux consultations, mais c'est pareil, qui ont voulu observer, voir un petit peu comment ça se passait, et une vingtaine, 25 confrères en tout ont pris part aux consultations et ont pris en charge les patients. Alors, je ne vais pas reprendre les éléments que j'ai déjà évoqués la dernière fois sur comment on a traité, quelle formule, quelle prescription, comment on a fait le diagnostic, etc. Tout ça, c'est maintenant un petit peu acquis, il n'y a pas de problème particulier sur la compréhension de la maladie. Je crois qu'aujourd'hui, on peut faire un point, comme ça, comment dirais-je, avec un peu de recul, maintenant tirer quelques conclusions, différentes conclusions. Ce qui m'a beaucoup frappé, c'est bon, on a vu une centaine de patients, un peu moins de 110 patients, un peu moins de 110 personnes. Je voudrais simplement remercier ces personnes qui ont souhaité être soignées en médecine chinoise, surtout à un moment donné où il n'y avait pas de traitement en médecine conventionnelle, où grosso modo les gens qui étaient malades, on leur disait restez chez vous et prenez soin de vous-même. Évidemment, ça c'est pas tellement, c'est difficile à comprendre pour nous qui avons dans le métier de soigner les gens. C'était un peu difficile à comprendre, et c'est pour ça qu'on a souhaité créer cette plateforme pour, j'ai envie de dire, soigner les malades en première intention. Et pour ceux qui nous ont fait confiance, je voudrais leur adresser un très grand merci, parce que vous savez, parmi les patients qu'on a vus, certains n'avaient jamais été soignés par la médecine chinoise. Alors c'est pas la majorité, mais il y en a quand même une bonne partie, et
ils sont venus avec quand même une certaine confiance, et ça c'est très surprenant, je trouve ça assez magnifique, dans j'ai envie de dire, dans un monde dans lequel la médecine chinoise est plutôt une médecine qui est vue comme quelque chose d'un petit peu d'exotique, comment dirais-je, de folklorique, voire même je dirais qui pourrait être même, qui a même été perçu à un moment donné comme étant éventuellement une pratique un peu sectaire, puisque bon, par exemple, le Twina a été listé parmi les pratiques sectaires il y a quelques années par la Miviludes en France, et ces patients, ils nous ont fait confiance, ce qui n'est pas forcément évident parce qu'on arrive sur une plateforme qui est complètement numérique, qui est dépersonnalisée d'une certaine manière, et on ne sait pas sur quel médecin on va tomber, sur quel praticien on va tomber, ce qui va se passer, comment ça va se passer, etc. C'est un petit peu comme ça dépersonnalisé, et donc le passage, si vous voulez, à la rencontre par vidéo est quand même pas quelque chose de facile quand on ne connaît pas, quand on ne sait pas à qui on va avoir affaire en fait, hein. Et ça c'est vraiment remarquable, et je voudrais adresser un grand merci aux patients qui nous ont fait confiance, et surtout qui ont fait confiance aux capacités de la médecine chinoise à traiter ce type de maladie dans les cas, dans les situations modérées, dans les situations initiales et dans les situations parfois même intermédiaires. Évidemment, le rôle des confrères et des consoeurs a été déterminant parmi l'ensemble du collectif qui compte, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, 150 personnes environ. 24-25 ont pris en charge les patients. Je voudrais aussi les remercier. Alors je vais les citer un peu les uns derrière les autres. Je voudrais d'abord remercier Antoine Dreyfus parce que c'est lui qui a été à l'origine de l'idée de cette chose-là, qui a mis en place un peu aussi les plateformes avec Fabrice Guillaume qui a fait qui s'occupait de l'aspect technique. Ils ont été trois, hein. Il y a Sébastien Blaise aussi qui nous a donné un sacré coup de main au début. Donc vraiment c'est un grand merci à ces deux confrères et à Fabrice Guillaume, l'informaticien. Je voudrais remercier aussi les consoeurs, toutes les consoeurs et confrères qui ont participé à ça, qui ont fait les consultations. Alors si j'en oublie, excusez-moi. J'ai essayé de faire une liste un peu comme ça rapidement. Céline Lee, Emmanuel Gunther, Andrea Rudowski, Thomas Van Gelder, Vahe Arzoumanian, Gaëtan Olivier, Yannick Bissien, Caroline Kessetian, Corinne Obadam, Sandrine Dacosta, Alice Mazot, Delphine Grosso, Claire Pion, Caroline Popu, Nathalie Blanchard. Tout ça sont des gens qui sont répartis un petit peu dans différentes régions de l'Europe. Maria Rando, Miguel Huerta et bien sûr Éric Marié qui est venu aussi nous rejoindre très gentiment et qui a vraiment activement participé et apporté des réflexions tout à fait intéressantes. Évidemment Olivier Barré qui est au Chili, Céline Jegard en Grande-Bretagne, Maximin Gaillard et Abel Glaser en Chine. Voilà un peu pour les principaux participants. Je voudrais tous vous remercier d'avoir été aussi présents, d'avoir surtout avoir eu une action qui soit une action collective de réflexion pour essayer de trouver les meilleurs traitements pour les gens qui sont venus vers nous et qui présentaient les symptômes
que j'ai décrit auparavant, de l'infection épidémique qui traverse l'être humain ou qui a traversé l'être humain jusqu'à aujourd'hui. Voilà pour les remerciements, c'est peut-être pas assez, mais je ne sais pas trop comment dire les choses mieux. Un grand merci et ce que je veux dire aussi d'un point de vue plus concret, c'est que voilà, j'observe, j'ai regardé, j'ai observé, j'ai écouté, et voilà, les praticiens qui ont pris en charge les personnes qui étaient malades sont quasiment tous des praticiens qui ont au minimum, mis à part les gens qui font de la recherche dans ce domaine, j'ai envie de pas compter forcément là-dedans, mais qui ont au minimum 160, 180, 200 heures de formation initiale sur le Shanralun de Zhangzhou. Donc ça, j'ai envie de dire, c'est remarquable parce qu'on voit tout de suite que ces connaissances-là, la connaissance de ce texte permet de répondre immédiatement, avec force, à ce genre de situation que nous avons rencontrée. Sans la connaissance des théories du Shanralun, du traité des blessures dues au froid de Shanralun, ce n'est pas concevable d'apporter une réponse précise avec assurance sur ce type de maladie. J'en reparlerai un petit peu plus tard, mais ce que je voudrais dire, c'est que par rapport à la capacité de la médecine chinoise à traiter ce genre de maladie, j'ai entendu quelque part que il y avait une différence dans le nombre de morts entre les pays riches et les pays pauvres, entre les pays du Nord et les pays du Sud, et que visiblement les pays riches et les pays du Nord comptaient plus de morts que ceux du Sud, et que les pays plus pauvres. Moi je suis pas du tout d'accord, c'est pas la manière dont je vois les choses, c'est une vision un peu occidentale et un peu, comment dirais-je, socio-économique, qui n'est pas vraiment, à mon avis, une vision médicale. Si on observe les choses d'un point de vue purement médical, on se rend compte qu'on est autour de 170 000 morts dans les pays occidentaux et autour de 6 000 morts dans les pays asiatiques, en Chine, en Corée, à Taïwan, au Japon, c'est-à-dire dans tous les pays qui ont combiné, si vous voulez, la connaissance et les traitements de la médecine occidentale, et qui ont pratiqué, qui ont combiné tout ça avec la médecine traditionnelle chinoise, ou ces diasporas, la médecine traditionnelle coréenne, les médecines traditionnelles japonaises, etc. Donc ça, c'est évident. On a ça, je veux dire, c'est incontestable. Ça n'est pas la question de la richesse d'un pays. Excusez-moi, mais la Chine, que je sache, n'est pas un pays pauvre. Je pense que c'est le pays qui détient le plus grand nombre d'avoirs en dollars sur la planète. Voilà, elle compte aujourd'hui moins de 5000 morts. Alors après, on peut toujours me dire que les chiffres sont faux, etc. Moi, nous, on n'est pas des politiciens, on n'est pas des économistes, on est des gens qui pratiquons des soins médicaux, des traitements de déséquilibre et de maladies, et on
on mesure pas ces choses-là, nous on voit simplement les chiffres, et à travers le filtre que nous avons, on se dit, bah voilà, c'est très simple, dans les pays où a été pratiquée la médecine chinoise traditionnelle, où ont été données les prescriptions, où a été pratiquée l'acupuncture, il y a moins de morts que dans les pays où ces médecines-là sont encore considérées comme des médecines un peu exotiques, avec un savoir ancien, des trucs un peu vieux, un peu vieillots, etc. Donc je voudrais simplement dire, si jamais il y a des médecins, des scientifiques, des responsables politiques qui pourraient écouter ça, que la médecine chinoise, du point de vue de la connaissance des maladies fébriles et des maladies épidémiques, a une connaissance de ces maladies, étudie ces maladies, modélise ces maladies, traite ces maladies depuis la période des Han, c'est-à-dire depuis largement plus de 10 siècles, dans un système médical continu. Éric Marier, je pense, devra bientôt faire une petite synthèse, une petite explication pour éclaircir ça. Mais c'est quelque chose que la médecine chinoise connaît, c'est quelque chose que la médecine chinoise maîtrise. Alors peut-être il y a encore des insuffisances et certainement des choses qui sont devenues obsolètes, notamment du point de vue de l'urgence et de la réanimation. Mais pour le reste, c'est quand même des situations qu'on peut vraiment facilement aborder et traiter. Vous savez, on va prendre un exemple très, très simple, hein. L'hôpital Longcroix, qui est un hôpital de médecine traditionnelle chinoise que tout le monde connaît à Shanghai, qui est un hôpital très réputé de médecine traditionnelle chinoise. C'est un hôpital qui est l'équivalent de certains hôpitaux universitaires ici en Suisse. C'est 1250 lits, c'est 51 000 hospitalisations par an, c'est 3,5 milliards de consultations externes par an. Alors ça, c'est pas comparable parce que la densité de population n'est pas la même. C'est un hôpital qui a une surface de près de 60 000 m², et ça n'est pas c'est pas juste des petits dispensaires, des petites choses comme ça un peu folkloriques. C'est vraiment quelque chose qui est conséquent dans un pays qui est un des pays les plus modernes du monde aujourd'hui. Voilà, il faut un jour prendre conscience de ça, que la vérité scientifique, la connaissance n'a pas un seul œil, n'a pas un seul bras, elle peut avoir plusieurs options, plusieurs branches, et la connaissance de la médecine chinoise, l'expérience de la médecine chinoise est dans ce domaine monumental. Le nombre de traités médicaux qui ont abordé les théorie des maladies de la chaleur, des maladies épidémiques est incalculable. C'est de l'ordre du monumental, c'est tentaculaire. Beaucoup de choses ont été abordées sur tous les plans, que ce soit la récidive due à l'excès alimentaire, que ce soit les incidences sur le système cardiovasculaire. Tout ça a été quelque chose qui a été vraiment abordé par la médecine chinoise, et avec lesquels on a des solutions. Alors je dis pas non plus qu'on peut sauver tout le monde, bien sûr, mais c'est très évident que si nous avions eu un système de santé dans les pays occidentaux qui intègre ces connaissances-là et ces praticiens-là, surtout, certainement il y aurait eu beaucoup moins de morts que ce qu'il y a eu jusqu'aujourd'hui. Et ça, on peut le regretter. À un moment donné, il faudra quand même le dire, il faudra quand même qu'il y ait un jour des responsables politiques, des gens qui ont une conscience quand même des nations, une conscience des peuples, un jour que les responsables puissent s'en apercevoir et prendre les mesures nécessaires pour pouvoir intégrer
ces connaissances-là et ces savoirs médicaux dans le système de santé dominant. Voilà ce que je voulais dire essentiellement. Alors du coup, j'avais pensé à plein de sujets, plein de conclusions, mais le plus important, à mon avis, c'est ça, c'est que sans patients, sans personnes, c'est très peu. On est très satisfait, les patients sont satisfaits des soins qui leur ont été apportés et on a vraiment une bonne conscience de ce que nous avons fait. On n'a pas peur des critiques, on n'a pas peur des reproches, on n'a pas peur de tous ces gens qui pourraient nous dire mais vous avez pris en charge des patients qui auraient dû être pris en charge différemment. Ils n'ont pas été pris en charge différemment de toute manière, donc la seule chose qu'on peut dire, c'est que effectivement on a vu une décroissance du nombre de patients qui sont venus vers nous à partir du moment où je pense les traitements chimiques notamment à travers le plaquenil ont dû être donnés aux patients. Mais en attendant, il a bien fallu soigner les gens et on l'a fait avec ce que nous savons faire. Voilà. Je voulais aussi noter une observation, c'est que on a essayé d'être dans la collégialité à travers cette initiative et on a observé un petit peu tout le monde que cette collégialité n'a pas été partagée par de très nombreux confrères, comment dirais-je, et organisations, organismes, dirais-je, n'ont pas partagé, n'ont pas diffusé cette initiative. Alors c'est très surprenant, on ne sait pas trop pourquoi. On n'arrive pas à déterminer les raisons pour lesquelles cette initiative n'a pas été tellement suivie. Elle a été beaucoup suivie par les confrères, je dirais, du quotidien, les confrères un peu ordinaires, ceux qui bossent au quotidien dans leurs différents cabinets, mais beaucoup moins par ceux qui ont un peu pignon sur rue, qui n'ont pas du tout diffusé cette information, ni les conclusions qu'on a pu en tirer. C'est assez surprenant de constater ça. On ne sait pas pourquoi, c'est comme ça. C'est pareil, on a fait appel aussi à des confrères un peu plus seniors pour venir donner un coup de main. On n'a pas eu tellement de réponses à ça. Alors je sais qu'il y a beaucoup de praticiens qui sont un peu rebutés par les réseaux sociaux, Facebook, etc. et qui n'ont pas de compte sur Facebook et qui n'ont pas de compte sur les réseaux sociaux, qui sont plutôt des praticiens un petit peu à l'extérieur de ce monde et qui ont dû très certainement soigner des malades. Évidemment, ils ne sont pas tellement concernés, mais c'est vrai que l'outil du réseau social, même s'il a énormément de défauts, peut permettre quand même justement d'avoir un système un peu collaboratif, de mutualiser les connaissances et les compétences, et ça c'est absolument merveilleux. On a pu vraiment avoir une très bonne efficacité sur les traitements qu'on a donnés aux patients et qui n'aurait pas pu être aussi ciselée et aussi précise sans les réseaux sociaux. Et il faut dire qu'aujourd'hui c'est devenu un outil un petit peu incontournable, en tout cas assez utile pour pouvoir partager les compétences et les connaissances. Voilà ce que je voulais dire.
je vais parler un peu de pathogénie. Je crois que j'ai déjà écrit quelques petites choses comme ça, par-ci par-là, mais le point commun finalement, puisque on a si vous voulez, on a deux grands domaines dans le traitement des maladies fébriles, le Shanhan, c'est-à-dire les maladies, les blessures dues au froid, qui est finalement un domaine assez, comment dire, assez encadré, assez cadré. Ces deux ouvrages, le Shanhan Lun, le Jinkui Olue, et voilà, après il y a eu beaucoup d'interprétations, de commentaires, etc. Mais on sait dans quel cadre, on sait à peu près dans quel cadre on est. Et il y a un deuxième modèle, si vous voulez, il y a un deuxième modèle médical, qui est le modèle des Wenbing, le modèle des maladies de la chaleur. Et là, on est face à une espèce de tentacule qui a pris énormément de temps, plusieurs siècles à se former, et qui se forme encore. Et donc on a réussi quand même à comprendre et à traiter les maladies en combinant un peu ces deux modèles. Mais il y a quand même un domaine théorique qui les réunit. Et je pense vraiment, je pense vraiment que dans ce que nous avons rencontré, c'est la théorie de l'incidence des 5 mouvements et des 6 énergies sur les différentes périodes de l'année, ce qu'on appelle la théorie des Woyunuchi du Suen. C'est un peu ce qui fait le lien, si vous voulez, ou le socle de toutes ces théories médicales, et tous les grands textes médicaux ont abordé ces aspects. Tous les grands textes médicaux concernant les maladies fébriles, que ce soit dans le Shanhan ou dans les traités des maladies fébriles, ont abordé cet aspect. Aujourd'hui, on voit bien que c'est le socle commun. Ce socle commun qui constitue finalement la connaissance la plus approfondie de la théorie fondamentale de la médecine chinoise, et notamment de ce qui est exposé dans le Suen. Alors je ne vais pas entrer dans le détail, parce que ça prendrait beaucoup de temps, mais si on veut un peu résumer le truc, les maladies épidémiques, les maladies de la chaleur, apparaissent selon ce modèle dans certaines périodes de certaines années. Donc si vous voulez, l'année est divisée en 4 saisons, et par-dessus ce camembert de 4 saisons, on va apposer, si vous voulez, un camembert comme ça, de 6 secteurs, d'accord, de 6 périodes. Et cette théorie, elle indique que dans certaines de ces 6 périodes, et dans certaines années, il peut apparaître, en fonction de la nature, si vous voulez, en fonction de la nature des échanges climatiques, mais il ne faut pas entendre météorologique, n'a rien à voir, on va dire climatique, qui se fait dans ces périodes, il y a apparition de la maladie, de la chaleur et de la maladie épidémique. Alors, pour résumer, c'est assez simple. En fonction des années, c'est variable en fonction des années. Mais ce qu'on peut dire pour résumer, c'est que à chaque fois qu'il y a maladie épidémique, il y a le qi
de Shaoyang qui est invité. Vous savez que dans chacune de ces périodes, il y a une énergie invitée et une énergie qui est haute. D'accord ? Les énergies hautes sont invariables d'une année sur l'autre. Les énergies invitées vont changer d'une année sur l'autre. À chaque fois qu'il y a maladie épidémique, le chi qui est invité est soit l'énergie caniculaire, qui est le chi propre de Shaoyang, soit l'énergie de la chaleur, du feu, qui est l'énergie propre de Shaoyin. D'accord ? En l'occurrence, et alors, l'une ou l'autre de ces deux structures énergétiques, la chaleur caniculaire ou le feu chaleur, si vous voulez, donc Shaoyang ou Shaoyin, ils sont invités l'un ou l'autre de manière identifiée dans le Suwen, dans une période dans l'année, dans certaines années. Parmi ces 6 périodes, à l'exception, ça ne se produit jamais dans ce modèle des Uenuchi, à l'exception des 3e et 4e périodes, c'est-à-dire à peu près du 20 mai au 21-22 septembre. Vous voyez, si je vous montre ici, il y a des cases ici qui sont vides, d'accord ? Ce sont les périodes où, j'essaierai de le mettre si je fais le montage vidéo, ce sont les périodes où il n'y a pas d'indication dans le Suwen de démarrage d'une maladie de la chaleur ou d'une maladie épidémique. En ce qui concerne l'épidémie qui nous a touchés actuellement, donc, elle a démarré dans la 6e période de l'année 2019, qui était une période donc où le chi caniculaire de Shaoyang était invité dans une période froide où l'hôte, l'énergie haute, qui correspond à l'énergie de l'hiver, est l'eau froide de Taiyang. Et ensuite, si vous voulez, alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que on va avoir des situations pathologiques qui vont se transformer en froid ou en chaleur en fonction de la capacité de transformation de l'hôte, mais comme en l'occurrence le chi invité c'est un chi de type chaleur, on va plus avoir des maladies de type de la chaleur. D'accord ? Alors, mais vous savez que ces maladies de type de la chaleur dans la médecine chinoise appartiennent, ça c'est un point important qu'il faut comprendre, appartiennent à la catégorie des blessures dues au froid. C'est-à-dire que ce qu'il faut entendre dans le Shan'an-lun, dans le traité des blessures dues au froid, cette notion de Han, de froid, n'est pas, comment dire, strictement réduit à une maladie de type Yin. On peut dire que si on observe bien les différents articles du Shan'an-lun, et si on essaye de réfléchir un peu sur le titre, cette notion de froid, de Han, c'est plutôt, il faut plutôt l'entendre comme quelque chose qui est arrêté, comme une barrière, si vous voulez, quelque chose qui est arrêté à l'intérieur de l'organisme. Et ce qui s'arrête à l'intérieur de l'organisme,
c'est ce qui devrait être en mouvement. Et ce qui est toujours en mouvement à l'intérieur de l'organisme en médecine chinoise, c'est le yang. C'est le feu véritable, c'est le yang véritable. Donc, ce qui est très important de comprendre dans cette notion de blessure due au froid, c'est qu'elle ne va pas concerner uniquement des maladies froides. Je voudrais le répéter, je crois que peu à peu c'est en train de rentrer dans les esprits, parce que beaucoup d'étudiants, de jeunes praticiens, de gens qui n'ont pas étudié trop ce texte, devraient se poser la question de savoir pourquoi il y a certaines formules qui sont faites que de produits froids et qui traitent des situations de chaleur, et même des situations de chaleur par atteinte directe, finalement, ou transformation rapide du franc chaleur. C'est pas le plus important. Le plus important, c'est de comprendre que, finalement, le Shanghan-Lun est le premier traité médical dans toute l'histoire de l'humanité qui définit la maladie. C'est-à-dire à travers cette notion de Han, qui est un idéogramme qui finalement ressemble à une palissade, il nous dit la maladie, c'est qu'il y a quelque chose qui est arrêté à un endroit dans les systèmes, en l'occurrence, puisque ça a été modélisé de cette manière-là, dans l'organisme. C'est ça la maladie, ce n'est pas autre chose. Et ce quelque chose, finalement, on peut l'associer à ce qui fait la vie dans le corps, c'est-à-dire le yang, c'est-à-dire le feu, et précisément le seul feu qui est mobile dans l'organisme, qui est le feu ministre, le Sho-Yang, puisque, comme vous le savez, le feu du cœur n'a pas de mouvement spatial. Ça, c'est un point important. Et donc, on comprend mieux, si vous voulez, la phrase du Suen au chapitre 31 qui dit parmi les maladies de la chaleur, toutes appartiennent à la catégorie des blessures dues au froid. Donc, on ne peut pas véritablement dissocier finalement, comment dirais-je, séparer les théories du Shanghan-Lun, les théories des Wenbing, les théories de ceci et les théories de cela. Tout ça constitue un ensemble qui, si on essaye de prendre un peu de recul dessus, qui est complètement cohérent et qui est complètement intégré. Et on voit bien, même si on regarde un peu certaines formules, on va regarder peut-être tout à l'heure si j'ai le temps la formule qui a été un peu la formule star sur les réseaux sociaux, qui est Chin Fei Pai Du Tang, où on a un aspect de Shanghan, on a des formules du Shanghan, et on a des aspects de plantes, d'herbes qui sont utilisées dans les maladies par les théoriciens, par les praticiens qui utilisent les modèles des maladies de Wenbing, et notamment de l'humidité-chaleur. Mais pour revenir à ces Uenuchi, on a donc un facteur pathogène, si vous voulez, qui démarre dans une période où le feu caniculaire, le chi de la canicule, se trouve invité dans la 6e période, c'est-à-dire à peu près en hiver, où l'eau froide de Taiyang est haute. Et donc, on va avoir préférentiellement, quand même, à l'intérieur d'un Shanghan, à l'intérieur d'une blessure due au froid, une transformation en chaleur. Et puis, c'est pourquoi je dis que la nature, si vous voulez, la nature intrinsèque, la nature cachée du facteur pathogène épidémique qui nous a traversé, qui nous traverse encore un peu actuellement, elle relève de ce qu'on appelle la canicule ou le chi caniculaire caché. À l'intérieur d'une blessure due au froid,
qui peut être une maladie de la chaleur, il y a je dirais, il y a comme nature, il y a comme chi caché, cette énergie caniculaire. Je l'ai écrit quelque part, puisque ça fait un espèce de grand écart, si vous voulez, entre des points de vue plus récents à propos ce qu'on appelle des énergies cachées, des fuchi, mais il y a beaucoup il y a beaucoup de confusion par rapport à ces fuchi. Si on regarde bien, ces fuchi sont vraiment précisément identifiés. Il y a la notion de fuchi, de chi caché, de facteurs pathogènes cachés, de type froid, de type chaleur et de type canicule. Ils ne se manifestent pas au même moment et ne s'acquièrent pas non plus dans l'organisme de la même manière et relèvent de mécanismes assez précis et un peu différents les uns des autres. Voilà, c'est pas le moment trop d'en parler, mais il faut être un peu précis par rapport à ça. Eh bien, la maladie épidémique, elle suit son cours. Et elle va ensuite, si vous voulez, s'adapter. Alors, elle va s'adapter en fonction du temps qui va passer et des périodes qui vont changer. Lorsqu'on est en Chine au mois de novembre, décembre, au début de la maladie épidémique, on est donc dans cette situation-là et dans une année où la Terre est déficiente. Et forcément, en toute logique, on va avoir des symptômes digestifs assez importants, des diarrhées, et peut-être même peut-être même des diarrhées qui peuvent être même hémorragiques. Et ça s'explique puisque si la terre est déficiente, l'humidité va être en excès, le chi caniculaire va se combiner à l'humidité dans un contexte de Shohan, hein, puisqu'en fait finalement on se rend compte que tout est englobé à l'intérieur d'un concept qui est un concept juste comment dirais-je, pathogénique, qui n'est pas forcément lié à un type de facteur pathogène, mais qui est un concept pathogénique global. Ce chi caniculaire va se lier à l'humidité due à la terre en excès et on va avoir une symptomatologie de maladie fébrile avec des symptômes digestifs. Et nous, on aperçoit, lorsque la maladie évolue, elle arrive ici en Occident, le temps passe, on sort de cette période, on rentre dans l'année 2020 avec donc une première période où le chi du vent du printemps commence à croître et évidemment on observe beaucoup moins et quasiment pas de symptômes digestifs. Parmi la centaine de patients qu'on a vus, il y a eu un petit peu de ramollissement des selles, etc., mais pas vraiment de situation de diarrhée diantérique. Par contre, on va avoir arrivé les signes plus présents au niveau du vent, la sécheresse de la gorge, la douleur à la sécheresse de la gorge, la douleur et la sécheresse du nez, voire même jusqu'au blocage par le vent, c'est-à-dire par exemple l'anosmie, la douleur des yeux, vous savez, les yeux sont en rapport avec le foie et avec le vent, et ce genre de choses. Et donc on voit bien que le chi épidémique, il va conserver sa nature cachée, qui est le chi caniculaire, il va s'adapter
aux différentes périodes de l'année, et à un moment donné, il va retrouver son énergie propre. Et c'est ce qui va se passer à partir du 20 mai, où l'énergie haute de la période de la période qui démarre à partir du 20 mai, l'énergie haute dans sa théorie des Woyunushi, c'est justement le feu ministre de Shoryang. Et donc, le facteur pathogène, c'est-à-dire l'énergie céleste finalement, puisque ces virus, ils circulent dans l'air, ils circulent dans ce qui est, on va appeler le ciel, l'air, va retrouver son terrain, d'accord, et tous les êtres vivants vivent sur la Terre, va retrouver son terrain terrestre et devrait, selon la théorie des Woyunushi, quitter l'homme pour retrouver sa place naturelle sur la Terre. On le verra probablement plus ou très peu, et ça correspond à une grande phrase, une grande phrase un peu philosophique, un peu théorique comme ça de la médecine chinoise. Toutes les choses retournent à un moment donné à la Terre, ce qui a un sens sur le plan de la clinique, vous le savez, puisque toutes les maladies passent à un moment donné par la Terre, c'est-à-dire par l'estomac. Voilà un peu les conclusions et la pathogénie, si vous voulez, de la maladie telle que moi je l'observe à la vision de l'ensemble des cas qu'on a vus, de la manière dont on les a abordés, et de la manière dont on a pu confronter les différentes méthodes de traitement de ces maladies en médecine chinoise. Évidemment, ça me semble important de profiter de l'occasion. Alors j'avais souhaité au départ, j'avais pas du tout souhaité justement pour essayer de pas créer de conflits ou de mauvaises interprétations. J'avais souhaité au départ ne pas associer bien sûr l'Institut Liangshen que je dirige à cette initiative, parce que l'idée c'était de dire que ça permettait d'accueillir des confrères d'autres écoles, mais ça n'a pas été le cas, ça n'a servi absolument à rien. Donc finalement ces choses-là, il ne faut pas trop faire attention à ces choses-là, mais voilà, nous à l'Institut, on a choisi déjà il y a quelques années de publier le Shorin-Lun, qui a été publié en 2000, la première édition a été publiée en 2014, et on a bien fait de le faire. Et une deuxième édition, vous savez qu'il est épuisé, et si je regarde un peu ce qui s'est passé par rapport à ça, c'est que j'ai fait imprimer, si mes souvenirs sont bons, 180 exemplaires. Et ces 180 exemplaires ont été vendus en 6 ans. C'est très peu. C'est très peu, et donc ça montre encore combien nous avons de chemin à faire pour sensibiliser la nécessité de l'étude du Shorin-Lun, parce que évidemment, en général, pour la majorité, l'étude de ce genre de texte, ça sert à rien, c'est des vieux machins. Voilà, on se contente d'un cours de 2 jours en pensant que c'est un cours de spécialité, mais malheureusement lorsque les problèmes arrivent, on se rend compte qu'il aurait peut-être fallu creuser le puits avant d'avoir aussi soif. Nous allons continuer, et le Shorin-Lun va être réédité, une version beaucoup plus étoffée. Beaucoup plus étoffée. J'espère que elle sera
accueilli et que les confrères, les praticiens, les enseignants pourront l'utiliser pour transmettre la connaissance de ce texte et ce qui est à l'intérieur de ce texte. Et évidemment, on a aussi, depuis quelques années, initié, en tout cas relancé la théorie des Wunouchi. Je pense qu'un ouvrage devrait être publié bientôt sur ce sujet. Et j'espère qu'il apportera aussi un peu d'éclairage et une meilleure compréhension des mécanismes pathologiques à ceux qui souhaitent s'intéresser à ça. Voilà, j'ai un peu tout dit. Je voulais peut-être terminer pour illustrer ça avec quelque chose de concret et avec cette formule dont j'ai parlé tout à l'heure, Chin Fei Pai Lutang, où on a un peu mis cette formule en exergue, puisqu'elle a été conçue par les Chinois pour traiter la maladie fébrile et le Covid-19 de manière un peu large spectre, si je peux le dire comme ça. Déjà, c'est ce que j'avais, comment dirais-je, signifié un peu dès qu'on l'a vu apparaître sur les réseaux sociaux. Bon, n'importe quel praticien qui connaît un peu le chant Hanoun reconnaît tout de suite dans cette composition les trois formules du chant Hanoun qui la composent du premier coup d'œil. Il n'y a pas besoin d'aller il n'y a pas besoin d'aller chercher dans les bouquins, de réfléchir, de se poser des questions, etc. On lit la formule et tout simplement on voit, évidemment, on voit qu'il y a 3 formules du chant Hanoun, et peut-être 4 comme nous allons le voir. Et donc on a effectivement 3 grandes formules du chant Hanoun, Shogan Marongtang, Xiao Sharutang et Wulingsan. Ça a été diffusé partout sur les réseaux sociaux, de manière un peu inutile. Je veux dire, c'est pas, c'est bon, on connaît notre métier, on sait reconnaître les formules, on sait ce qu'il y a dedans. C'est un peu de l'analyse un peu inutile. Mais ce qui est important, c'est de voir que il y a 3 plantes finalement qui n'ont pas été abordées, qui sont les plantes qui sont les plus importantes de cette formule, qui sont Roxiang, Shenpi et Zheshe. Ces 3 plantes sont des plantes qui sont très utilisées par tous les praticiens qui traitent les maladies fébriles un peu complexes, parce que c'est des plantes qu'on utilise justement pour aller chercher cette chaleur caniculaire cachée que l'on extrait, si vous voulez, du corps, que l'on extrait des 3 réchauffeurs, parce qu'il y a des points de vue théoriques dans la théorie des maladies de la chaleur qui disent que la chaleur cachée se localise, si vous voulez, dans le Shoryang. Alors qu'il y en a d'autres qui disent qu'elle se localise plutôt dans Moyuan. Alors il faudrait distinguer un peu, mais il y a une proximité entre Moyuan et ce Shaoyang. Et on voit bien que ces 3 formules qui correspondent finalement à Shaoyang et aux 3 réchauffeurs, et il y a vraiment vous savez que la théorie des 3 réchauffeurs dans l'histoire des Wenbing est celle qui s'est développée le plus tardivement et le plus difficilement, et qui est souvent le plus mal compris. Mais en réalité, entre ces 3 réchauffeurs, si vous voulez, et le système de Shaoyang dans le chant Hanoun, qui apparaît, lui, si vous voulez, un peu au départ de la théorie clinique de la médecine chinoise, alors que les 3 réchauffeurs viennent plutôt à la fin, il y a une réunion, un petit peu comme si vous preniez
sais pas, un morceau un fil de plastique et que vous le cintrez et vous réunissez les deux extrêmes. Il y a quelque chose de très commun entre les théories des trois réchauffeurs dans les Wenbing et le système de Shaoyang dans le Shoanlun. Et il y a beaucoup de praticiens qui utilisent les formules de Shaoyang, par exemple, pour traiter les situations d'humidité-chaleur, de nouure de l'humidité-chaleur dans la vésicule biliaire, avec les calculs biliaires, les pathologies cardio-biliaires, etc. Et donc, vous avez dans Qinfei Baidutang, vous avez finalement une formule du Shoanlun pour la surface et le foyer supérieur, qui est Shogan Mahongtang, et l'herbe qui va l'accompagner et qui va chasser, si vous voulez, ce chi caniculaire qui l'accompagne, c'est Roxiang. Au foyer moyen, vous avez Xiaoshai Rutang, et l'herbe qui l'accompagne, c'est Shenpi, et au foyer inférieur, vous avez Wuling-san, et l'herbe qui l'accompagne, c'est Joshe. Donc vous voyez, on combine, si vous voulez, les formules du Shoanlun et les herbes habituellement utilisées par les praticiens de Wenbing, ce qui montre bien que, d'ailleurs, vous savez, le facteur pathogène épidémique, ça c'est un truc que je voulais dire, que j'ai oublié, le facteur pathogène épidémique, c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui le virus, il a été identifié par les praticiens en médecine chinoise. Il faudrait que l'Occident, les scientifiques occidentaux, quand même commencent à l'accepter, à le comprendre, 250 ans avant les premiers biologistes russes. C'est-à-dire qu'il y a un grand auteur des maladies épidémiques qui a écrit en 1642, dans un traité extrêmement connu, il existe maintenant un facteur pathogène d'origine externe qui est de nature épidémique, et il a une caractéristique par rapport aux autres facteurs pathogènes qu'on a l'habitude de voir, qui sont le vent, le froid, la chaleur, l'humidité. Il a une caractéristique particulière, c'est qu'il est substantiel, il a une forme, mais qu'on ne peut pas le voir. Donc ce médecin, à l'époque, à l'intuition, et d'une certaine manière, va définir la notion de micro-organisme, de virus, d'organisme physique, si vous voulez, qui va être découvert presque 300 ans après en Occident et en Europe septentrionale. Et donc la combinaison, parce que prescrire Xiaoshai Rutang dans le contexte du Shoanlun, strictement du Shoanlun, ne peut pas traiter une maladie de type épidémique, parce que le Xiaoshai Rutang, dans le strict contexte du Shoanlun, hein, j'exclus le Jinkuyolwe, ne traite qu'une situation où on a une chaleur sans forme. Or, ici, on est dans une situation où on a un facteur pathogène de type chaleur qui a une forme. Et c'est pourquoi sont ajoutés ces produits qui sont utilisés par les praticiens de Wenbing. Mais si on va plus loin, et c'est là que la boucle se boucle, comme je l'ai écrit auparavant, deux de ces produits, notamment Shenpi et Joshe, sont des produits qui sont utilisés dans une formule du Jinkuyolwe, qui est la formule Fulling In. Et cette formule Fulling In est complète, on la retrouve complètement si on associe les autres plantes qui sont présentes dans Qinfei Baidutang, on la retrouve complètement dans cette formule. Donc vous voyez, lorsqu'on dit il y a trois formules qui constituent la formule Qinfei Baidutang, c'est pas tout à fait vrai. On peut dire qu'il y en a quatre. Donc Shogan Mahongtang, Xiaoshai Rutang, Wuling-san et la formule Fulling In du Jinkuyolwe. Voilà. Je vous remercie de votre attention, je vous souhaite une très bonne santé et à bientôt.